Allez, allez, plus vite! Pour celui qui s'engage, qui s'implique dans son travail, pour celui même qui, sans vouloir s'impliquer, peut-être en y allant, en reculant, est pris dans des rythmes de travail, des contraintes de travail qui sont quand même très dures, même si le temps de travail est relativement réduit, il est obligé pour tenir de coloniser et de mobiliser des quantités de ressources qui impliquent son temps de travail. Donc moi, à mon avis, pour la plupart d'entre nous, le travail et le hors-travail ne sont pas disjoints et ne peuvent pas être interprétés l'un sans l'autre. Alors ça veut dire quoi concrètement pour nous, du point de vue de la centralité du travail? C'est qu'évidemment, ce rapport au travail ne peut pas être neutre. Si, à partir de l'expérience du réel et de la souffrance au travail, je trouve en moi, peut-être dans les autres aussi, on va le voir après, les ressources pour inventer les solutions qui me permettent de surmonter ce rapport au réel, il est bien évident que la souffrance alors se transforme en plaisir. Il y a donc un bénéfice du travail. Et il n'y a pas de neutralité du travail. Quand le travail offre cette occasion incroyable de découvrir des nouvelles ficelles, d'inventer de nouvelles choses, en réalité, on découvre à ce moment-là que le travail, ça n'est pas uniquement produire, c'est aussi se transformer soi-même. C'est-à-dire qu'on sort de l'expérience du travail finalement plus intelligent qu'on ne l'était avant. Là, je vous fais tout ça au niveau de l'intelligence. Je peux vous le faire en entrant un peu plus dans la matérialité de l'intelligence, autour de la question de la sensibilité. C'est à force de me battre avec le bois que je travaille pendant, comme menuisier, par exemple, comme charpentier, enfin, il y a quand même beaucoup de gens encore qui travaillent sur le bois, ou comme bûcheron, qu'à force de travailler le bois et la résistance du bois, évidemment, non seulement je découvre les qualités du bois, les qualités de la matière, ses infractuosités, je découvre ses fragilités, je découvre qu'il y a des bois qui sont plus faciles à travailler que d'autres, je découvre des ficelles pour l'aborder, ce bois, les gens le caressent, le pas. Autrement dit, ça veut dire, peu à peu, se développe dans cette intimité du rapport à la matière, le bois en l'occurrence, quelque chose qui est tel que, à chaque fois que j'éprouve la résistance du bois à l'usage de l'outil dont je me sers pour le travailler, non seulement je découvre le bois, c'est-à-dire je découvre le monde, mais dans le même temps que de cette résistance que le bois oppose à ma maîtrise, en fait, j'éprouve dans mon corps des choses que je ne peux éprouver que parce que je travaille suffisamment longtemps avec ce bois. Pareil avec la pierre, pareil avec, par exemple, puisqu'on parle plusieurs fois des médecins, pareil avec les malades. C'est à force de voir des malades qu'il y a comme une sensibilité qui naît de ce rapport au travail. À force de rencontrer, de revenir sur la tâche et sur la difficulté, non seulement je découvre le monde, mais je me découvre moi-même. C'est en somme, par cette expérience de la résistance du réel, que mon propre corps et les propres pouvoirs de mon corps se révèlent à moi. À ce point que, au bout d'un moment, je finis par avoir une nouvelle sensibilité qui permet, par exemple, celui qui a travaillé beaucoup de bois, il caresse le bois, puis c'est un beau bois. Et là, il sent des choses que lui seul sent. Lui qui travaille le bois, pas moi qui ne sais pas le travailler comme lui. Autrement dit, le travail est un moyen de faire naître en soi de nouveaux registres de sensibilité. C'est à force de travailler le piano qu'alors je découvre dans la musique des choses que je ne pouvais pas comprendre de cette musique tant que je n'ai pas joué du piano. Mais à ce moment-là, j'entends aussi chez le pianiste, parce que j'ai travaillé le piano et qu'il m'a résisté et que j'ai eu l'obstination de me battre, alors j'entends la nuance de l'autre et je dis, mais celui-là, il joue. Voilà. Pareil pour le violon. Autrement dit, le travail est une occasion de faire se révéler à soi des registres de sensibilité qui n'étaient pas là avant le travail. Travailler, ça n'est pas seulement produire, c'est se transformer soi-même. Donc, on voit que ce rapport au réel du travail, il peut générer le meilleur, l'accroissement de soi. Il y a des gens qui s'émerveillent devant un bois, qui s'émerveillent devant un métal, ils caressent le métal, ils caressent ici la pierre, ils regardent ça. Et lui voit dans le marbre qui est ici de cette cheminée des choses que l'autre ne voit pas.
Et il voit que la courbe ici, voilà. Donc, ça, il est plus riche et plus sensible et plus capable de jouissance que celui qui ne connaît pas ça. Mais c'est ce corps qui éprouve, c'est quel corps? C'est le même corps que celui de la sensibilité, celui non pas celui des organes sensoriels, hein, quand j'aime toucher la pierre, c'est évidemment pas seulement la capteur sensoriel qui est impliqué, c'est que bien sûr le capteur sensoriel est là pour que je sente la pierre, mais c'est toute ma subjectivité qui est affectée, et c'est toute l'histoire de la pierre, toute la mémoire que j'ai des pierres, toutes les cheminées que j'ai vues jusqu'à présent qui me reviennent. Donc c'est une subjectivité, on dit que c'est l'infrangibilité de la subjectivité, c'est-à-dire, bien sûr, il y a les capteurs ici au bout, mais ce qui s'éprouve affectivement, c'est toute ma personnalité qui l'éprouve. C'est toute la subjectivité qui l'éprouve. Et je peux vous montrer que ce n'est pas seulement vrai dans les tâches industrielles, dans la tâche artisanale, de manipulation avec le bois ou manipulation de l'acier, c'est vrai aussi dans les tâches de service. C'est vrai pour l'enseignant. L'enseignant avec tous ses gamins, l'institutrice, c'est un rapport dans lequel le corps est engagé tout autant que pour celui qui doit usiner une pièce. Bien sûr qu'il y a celui qui usine la pièce à l'oreille. Il entend le stridence du forêt et il sait au micron près. Alors ça, c'est l'intelligence du corps, puisque tout ça, c'est le corps qui est engagé là-dedans, c'est le corps qui mémorise, c'est le corps qui palpe, etc. Mais pour savoir comment maintenir une classe avec 20 petits marmots qui s'agitent, est-ce que cette agitation est une agitation normale, le bruit, ça chuchote, ça parle, ça rigole? Alors, il y a une agitation qui est bonne. Il y a un bon bruit, il y a des respirations. Et puis, à un moment donné, ça monte un peu trop, et l'institutrice, qui a l'habitude, dès cet instant, elle sait qu'il va falloir trouver une solution, parce que si elle passe ce cap-là, l'agitation va se dégénérer, ils vont se battre entre eux, et après, elle perd le contrôle de la classe. C'est encore avec son corps qu'elle apprend à sentir ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, les enfants, on arrête, on pose les cahiers, et maintenant, on va chanter. C'est pas dans le programme. Ben, voilà. Alors la ruse de l'intelligence, c'est à ce moment-là de trouver une rupture, grâce à quoi on va réorganiser. Alors évidemment, on voit bien que le travail, comme promesse, c'est la possibilité, évidemment, de s'accroître soi-même. Donc du point de vue quand même de la santé mentale, on peut voir que si le corps, qui est quand même le corps qui est le soubassement fondamental quand même de la vie psychique, pas seulement de la vie biologique, là je parle surtout de la vie psychique, de la vie affective et de l'identité. Si le travail peut être l'occasion pour moi d'accroître mon corps, ça aboutit à cette chose extraordinaire que grâce au travail, ma santé, les bases, les fondations de ma santé, ça s'augmente, se solidifie, et en somme, grâce au travail, je vais mieux psychiquement, je vais mieux mentalement, et peut-être je vais même mieux physiquement que si je ne travaillais pas. Mais à l'inverse, on peut par exemple prendre une situation de travail qui va être caricaturale, évidemment, par rapport à ça, mais ça illustrera bien, c'est quand on ordonne à des travailleurs de ne pas travailler bien. Ce qui est quand même beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Les gens ont des idées, ils disent « mais ça va pas, il faudrait faire comme ci, il faut faire comme ça ». Toi, on ne t'a pas demandé de penser, t'exécutes. Tu fais ce qu'on te dit. Ce qui compte, c'est que tu sois obéissant, que tu fasses ce qu'on te dit. Alors, là, on est devant une situation qui se rencontre très souvent, c'est-à-dire on vous demande de pas, ne soyez pas intelligent, ce qui est en fait une injonction paradoxale, puisque c'est pas vrai. Si, encore une fois, les gens font exactement ce qu'on leur dit, ça ne marche pas. Donc, il faut être en plus intelligent, mais il ne faut pas le montrer, il ne faut pas le dire, faut le faire en catimini. Bon, il ne faut donc pas montrer son intelligence. Et en plus, il ne faut pas en faire trop, à ce point même que, alors que je sais pertinemment que mes gestes vont conduire à un nombre de ratés, de retouches, ou par exemple dans le travail commercial, puisque là je vous parle de travail industriel, mais je pourrais tout aussi bien le faire pour le travail commercial. Par exemple, il faut mentir aux clients. Ça se fait très banalement, y compris dans les services publics. Il faut faire des promesses aux clients tout en sachant très bien qu'on ne pourra pas les tenir. Le mensonge, en quelque sorte, organisé. Là, vous voyez que le rapport au travail commence un travail de sape de la subjectivité, de sape de la personnalité, qui va conduire petit à petit les gens à sortir de la situation où le travail, chaque jour, les dégrade un peu plus. Loin de se découvrir soi-même et de se révéler à soi-même, ce que l'on fait comme expérience du travail, c'est
comme une sorte de négation, d'érosion progressive de la personnalité, de l'image de soi. On pourrait dire, si on met là de façon assez rigoureuse, pas en termes psychologiques, mais en termes de morale, c'est-à-dire en termes de sujet éthique, de quelque chose qui a à faire avec la dégradation de l'estime de soi. Mais pas l'estime de soi au sens vulgaire des psychologues. Je parle bien de l'estime de soi, c'est-à-dire de quelque chose qui est bien référé aux valeurs, à l'éthique, aux valeurs, celles du travail bien fait, aux valeurs, celles par exemple de l'implication par mon travail d'autrui. Car quand je travaille, je ne fais pas que travailler le bois là, en l'occurrence, quand je travaille le nucléaire, j'implique mes collègues. Si je travaille mal, ça risque de leur retomber dessus. J'implique les chefs, j'implique éventuellement mes subordonnés, j'implique les sous-traitants, et puis j'implique les gens qui sont, non seulement l'environnement, mais les gens qui sont autour. Autrement dit, travailler, ça n'est pas seulement travailler. C'est aussi engager autrui. Et donc, mon travail, la qualité de mon travail, engage l'autre. Il faut bien voir qu'il n'y a pas de neutralité du travail. Ou bien c'est l'occasion de s'accomplir, ou bien c'est l'occasion de se détruire. Mais de toute façon, il n'y aura pas de neutralité. Le travail a toujours un impact sur les fondements de la santé mentale et sur l'identité pour tout le monde. Alors, donc pas de neutralité. Ça peut produire le meilleur, ça peut produire le pire, et ça n'est pas une question de fatalité, c'est vraiment une question d'organisation du travail. C'est quand même important de comprendre que le chaînon intermédiaire critique, c'est celui de l'organisation du travail. C'est comment on conçoit les tâches, quelles sont les zones de liberté qui sont données aux uns et aux autres, quelles sont les assignations, quelles sont les limites de leur pouvoir d'agir, etc. Tout ça, c'est décidé dans les prescriptions, dans l'organisation du travail, dans la répartition des tâches, etc. Et dans les systèmes de surveillance, de contrôle, de commandement, de hiérarchie, de management.